facile. Comment va l'économie française pénalisée par l'empilement des crises, La crise sanitaire il y a 2 ans, puis celle des semi-conducteurs, l'inflation énergétique, la guerre en Ukraine et à nouveau le Covid en Chine. Le directeur général de l'INSEE est l'invité Écho d'Europe Matin. Bonjour Jean-Luc Tavernier. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. L'INSEE, je rappelle, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Vous avez publié hier un point de conjoncture qui pose une équation pas très rassurante pour l'économie française. On voit d'un côté beaucoup d'inflation, les prix qui montent. Vous annoncez plus 5,4% au mois de juin. Et de l'autre, peu de croissance, 0% au premier trimestre. Un petit 0,25, un quart de point attendu pour le deuxième trimestre, Jean-Luc Tavernier. Oui, c'est ça. Donc au final, sur l'ensemble du semestre, un petit filet de croissance, un quart de point. Donc ça veut dire techniquement pas de récession. Mais bon, c'est quand même pas terrible non plus. Pas de récession techniquement et c'est en deçà quand même de notre croissance potentielle et on avait encore du rattrapage possible suite à la crise sanitaire. Ouais. Donc évidemment, la hausse des prix frappe. Elle frappe la consommation, elle se retentit sur la croissance. Est-ce que c'est la stagflation dont on parle, ou ce truc des années 70 qu'on voulait surtout pas voir revenir, avec pas de croissance mais des prix qui grimpent? Alors on est dans un phénomène qui est un peu plus que juste la hausse du prix du pétrole, de la hausse d'un prix relatif. On voit bien que les hausses des prix des produits alimentaires, des prix des produits industriels se diffusent un peu largement. Donc il y a pas mal de prix qui augmentent. La stagflation, on n'y est pas, en tout cas pas encore. La stagflation, c'est comme un phénomène où les agents ont perdu les repères, où les étiquettes valsent, où il y a un emballement des prix et des salaires, et on ne peut lutter contre ça que par une politique budgétaire et monétaire très restrictive, et les ancrages d'inflation ont disparu. Aujourd'hui, je pense que les banques centrales ont une lourde tâche qui les attend, mais on va en parler, ouais. On pense quand même que le choc d'inflation ne devrait pas être durable. Alors voilà, ça c'est la question, parce qu'on se souvient l'année dernière des économistes, des banquiers centraux qui nous disaient cette inflation, vous allez voir, est transitoire, le transitoire devenant de plus en plus durable, notamment du fait de la guerre en Ukraine, qui est un événement qui était totalement inattendu, mais qui a des conséquences très lourdes. Vous êtes certain vraiment que cette inflation, elle va pas s'installer dans la durée, sur peut-être plusieurs années, Jean-Luc Tavernier? Alors ce que nous observons, c'est que déjà, elle ne se limite pas aux seuls produits de base, c'est-à-dire qu'elle se diffuse en aval des chaînes. Mais quand vous avez des hausses, on atteint sur les céréales prix sortie de ferme plus 69%. Idem sur le prix des produits oléagineux. Donc ça, c'est vraiment lié à la crise ukrainienne et ça s'ajoute à la hausse des prix de l'énergie qu'on connaît. Je pense que tout dépend. L'inflation, c'est un peu un mécanisme d'auto-anticipation. Encore une fois, si on considère qu'on a perdu nos repères et que tout le monde se met à faire bouger ses étiquettes, on aura l'inflation à laquelle on aura cru. Vous dites aux gens, en fait, ne faites pas de stock en vous disant que demain ce sera encore plus cher, parce que quand vous faites ça, vous augmentez encore l'inflation quelque part. Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai rien à leur dire, mais ce qu'on observe effectivement dans toutes les enquêtes, c'est que tous les soldes sur les hausses de prix, dans tous les secteurs, que ce soit prix de production, prix de détail, sont à des niveaux très très élevés, parfois les plus élevés de nos séries. Donc c'est un phénomène qui, je ne sais pas s'il sera durable au sens où on va s'installer dans un mécanisme de stagflation, je ne le pense pas, pas encore, mais en tout cas, oui, il est là pour vivre avec nous pendant les mois qui viennent. Alors, je vais faire une comparaison qui, je pense, est assez parlante. Prenons le seuil de 8% d'inflation. Nous n'y sommes pas. On voit qu'en zone euro, on est à plus 7,5%. Mais 8% d'inflation, ça signifie que sur un an, le panier de biens que vous consommiez il y a un an, c'est un mois de salaire nécessaire, un an plus tard, pour payer exactement la même chose. Ça veut dire très clairement érosion du pouvoir d'achat, Jean-Luc Tavernier. Bien sûr, en moyenne, bien sûr, parce que face à ces hausses de prix, on est dans des situations très différentes, notamment sur les prix de l'énergie. 8%, on n'y est pas parce qu'il y a eu toutes ces mesures de bouclier tarifaire sur prix gaz, sur les prix d'électricité, gaz et la remise à la pompe. Sans ça, on serait, nous, notre prévision, c'est que dans les mois qui viennent, mai-juin, on serait autour de 7, donc à peu près de concert avec les autres pays européens. Et d'ailleurs, comme le choc est international, c'est pas mystérieux. Donc, comme le dit Bruno Le Maire, le plus dur est devant nous, Jean-Luc Tavernier. Je ne vais pas parler derrière le ministre, mais en matière de pouvoir d'achat, en matière de pouvoir d'achat, nous on prévoit effectivement après un premier trimestre où il était déjà en baisse, une deuxième
petite baisse au deuxième trimestre. Ensuite, on ne fait pas de prévision, tout dépendra des évolutions salariales. Et de fait, il y a bien un peu un dilemme entre de prôner l'augmentation des salaires qui va compliquer la tâche de la Banque centrale et qui risque de nous entraîner nous rapprocher de la probabilité d'un scénario de stagflation, et puis accepter une baisse de pouvoir d'achat temporaire pour que juste ce choc soit encaissé. Évidemment, tout ça est très lié, en plus c'est contingent, à ce qui se passera en Ukraine sur les prix de l'énergie et du coup sur les prix de l'alimentaire. Alors, on va parler un peu de la politique monétaire. Là, on sort un peu du domaine du commun des mortels. C'est très compliqué, la politique monétaire. Mais enfin, pour faire simple, on a vu la Réserve fédérale américaine, donc l'équivalent américain de la Banque centrale européenne, augmenter ses taux la semaine dernière, ses taux directeurs d'1 demi-point. La question se pose, la BCE va-t-elle faire la même chose? Mais tous les économistes nous disent, on a quand même un sacré problème, c'est que augmenter les taux, ça freine la consommation, on s'endette moins parce que les taux sont plus chers, mais ça marche quand l'inflation est le fait d'un excédent de demande. Or là, on a une inflation qui est tout à fait différente. C'est qu'on a un problème d'offre, Jean-Luc Tavernier. Est-ce que c'est adapté comme outil économique? On n'est pas tout à fait dans la même situation que les États-Unis, parce qu'on est importateur net d'énergie en Europe, pas uniquement en France, de manière très très significative. Et donc la hausse des prix de l'énergie est en soi un choc négatif sur le revenu national. Ce que les États-Unis, qui sont en gros à l'équilibre sur l'énergie, n'ont pas. Donc dans la conduite je suis pas là pour juger et trop commenter sur la politique monétaire, les banques centrales sont indépendantes, etc., etc. Mais dans la conduite de la politique monétaire de la zone euro, il faut bien tenir compte du fait qu'il y a déjà un choc négatif, qui est un choc de revenus du fait de la hausse des prix de l'énergie, qui est très sensible, beaucoup plus sensible sur le revenu national en Europe qu'aux États-Unis. Alors, question aussi que je trouve intéressante, qui concerne cette fois-ci l'INSEE, l'institution que vous êtes. On a vu une association, 60 millions de consommateurs, produire son propre indice des prix en disant on n'arrive pas tout à fait au même résultat que l'INSEE. Un indice concurrent au vôtre, Jean-Luc Tavernier, comment vous le percevez? Vous avez aussi un concurrent qui a, je crois, sorti un panier de 13 produits de base, etc. Écoutez, historiquement, ça a existé. Il y a eu pendant longtemps un indice établi par la CGT, et il y a longtemps, bien avant que je sois directeur de l'INSEE, la crédibilité de l'Institut avait été si forte que finalement tous les indices concurrents avaient disparu et avaient perdu de leur notoriété, de leur crédibilité. Bon, là, qu'à la faveur de la hausse qu'on a, des organismes qui se fassent un petit coup de pub sur le dos de ça ne me surprend pas. Après, je ne veux pas que ça jette le discrédit sur ce qu'on produit. Si on tient compte des effets qualité, il y a des bonnes raisons. Si on a un nombre de prix relevés chaque mois qui est bien supérieur à 13, des millions de prix 13 que vous produits, compilez, etc. Il y a de bonnes raisons. Et mon point, ma vigilance, c'est absolument pas d'empêcher d'autres de faire des mesures s'ils en ont envie. Mais c'est que ça ne puisse pas jeter le moindre discrédit sur ce qu'on produit nous, qui est de qualité. C'est pas à moi d'en attester le plus, mais enfin, je ne peux pas vous dire le contraire, et non plus au nom de tous les agents de l'INSEE, en bureau, et les enquêteurs sur le terrain qui concourent à cet exercice. Merci Jean-Luc Tavernier. C'est moi qui vous remercie. D'être venu ce matin au micro d'Europe 1, le directeur général de l'INSEE était l'invité Écho d'Europe Matin. Bonne journée à vous.